Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session du MAG sur School TV. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national, et c'est toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On va voyager aujourd'hui, c'est parti pour le sommaire, le MAG qui vous emmène aujourd'hui aux Philippines. Gros plan sur le documentaire Les petits forçats de l'or, 36 minutes qui vous compte le quotidien de deux enfants orpailleurs. Nous recevons l'un des co-réalisateurs de ce doc couronné du prix Albert Londres 2024. La passion du récit avant tout, profession grand reporter. Comment devient-on journaliste? Quelle formation? Quel secret? Bien évidemment, pour bien raconter une histoire, on posera toutes ces questions à notre invité, Alix Lalou. Oui, je vous parle du Vox Milo Festival qui met à l'honneur la création jeune. Hâte de voir ça, on y va. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Antoine Védéier, journaliste, réalisateur de Philippines, les petits forçats de l'or, prix Albert Londres 2024, j'ai dit. On n'oublie pas, bien sûr, ton co-réalisateur, vous avez tourné à deux, Germain Ballet, pour ce documentaire qui est passé donc effectivement il y a quelques mois sur Arte, que l'on peut toujours voir effectivement sur la plateforme Arte. Je vous conseille de le voir, voire même de revoir les petits forçats de l'or. Ça commence avec cette séquence très forte. La puissance de cette première scène qui dit tout, et tu m'as confié juste avant l'émission que tu n'avais pas envoyé la séquence vidéo du coup aux gens d'Arte qui t'ont commandé effectivement ce documentaire, et que tu as envoyé le cliché. Ça dit beaucoup. Oui, parce qu'on a cet enfant qui est très beau, dans ce décor un petit peu lugubre du marécage, c'est sombre. Et nous, quand on a filmé cette séquence donc avec Germain Ballet, on s'est retrouvé un petit peu interdit devant ce qui se passait parce que on savait ce qu'on venait filmer. On venait filmer un enfant qui cherche de l'or dans les marécages. On savait qu'il allait plonger dans cette boue noire. Et pour autant, quand il l'a fait, on était un petit peu gêné d'assister à ce moment particulièrement dangereux qui pour lui était tout à fait banal parce qu'il fait ça tous les jours. Mais nous, c'était assez choquant d'assister à ça et on était un petit peu gêné de filmer ce moment. Il y a vraiment tout et tu étais gêné, mais quelle séquence, encore une fois, j'y reviens. Il y a cette concentration, cette respiration, ce signe de croix, parce qu'encore une fois, chaque plongeon, on ne sait pas s'il va remonter à la surface. Et j'imagine que toi, tu me dis que vous étiez gêné, mais il devait aussi avoir cette peur que cet enfant, qui a quel âge d'ailleurs? Qui a 13 ans. Qui a 13 ans ne remonte jamais. Exactement. Et d'ailleurs, il nous le dit, il dit qu'à chaque fois qu'il plonge, il a peur, parce qu'il arrive que des personnes ne remontent pas et se retrouvent ensevelies sous la vase. Et oui, on a ces images un petit peu découpées au début, parce qu'on lui a demandé quel était son rituel avant de plonger. Et donc, il nous a dit, je prends de fortes inspirations, je respire, parce qu'une fois qu'il est sous l'eau, il est à la merci d'un simple tuyau qui lui envoie de l'air comprimé. Et il se signe effectivement les Philippines. Il fait 1 cm de diamètre. Exactement. Et puis c'est relié à un moteur de voiture qui tourne à l'essence. En permanence à l'essence. Toi, tu es basé en Inde, tout comme Germain Ballet. Ça faisait longtemps que tu avais ce projet en tête. Et est-ce que tu peux nous dire où on se trouve là aux Philippines? Je crois qu'on est dans le centre du pays. Oui, alors le projet, moi ça fait longtemps, donc ça fait 10 ans que je travaille en Asie. Ça fait longtemps que je voulais faire un sujet autour de la recherche de l'or. Cette quête de l'or, ça me fascine. J'avais lu des grands récits autour des chercheurs d'or, et donc j'ai trouvé un rapport d'une ONG internationale sur le travail des enfants, et donc qui racontait qu'il existait aux Philippines 1 millier d'enfants qui cherchent de l'or dans des conditions dramatiques, et donc j'ai proposé ce reportage à Arte, et là on est dans le centre des Philippines, à 8 heures de route environ de la capitale Manille, dans des marécages. Oui, il y a de plus en plus de familles qui s'installent justement dans le centre, parce que c'est là où j'imagine qu'il y a le plus d'or, de pépites à récolter. Exactement, les gisements. Et en fait, il y a une véritable ruée vers l'or, en fait, comme on le voyait avant aux États-Unis. En fait, on est dans une zone où le sol a été exploité par des grandes compagnies minières qui ont fini par arrêter l'extraction parce que ça leur coûtait trop cher par rapport à l'or qui est resté dans les sols. Et donc, il ne reste plus assez d'or
pour l'exploiter de manière industrielle, mais pour autant, pour faire vivre des familles au jour le jour, ça suffit. Et dans quelle mesure ces enfants subviennent aux besoins de leur famille? En fait, ils vivent au jour le jour. Donc, on le voit d'ailleurs dans le film, ce qu'ils gagnent le lundi leur permet de se payer à manger le mardi. Et donc, le mardi, ils recommencent pour se payer à manger le mercredi. La pression est énorme. La pression est énorme. J'ai vu un moment, donc, parce que, alors, il y a une séquence aussi où, du coup, il y a plusieurs séquences et c'est vraiment... C'est un condensé en 36 minutes, vraiment, je vous conseille de le voir. Parce que c'est une chose d'aller chercher l'or au période de sa vie. Il y a une autre séquence qui est quand même assez frappante, c'est quand il transforme l'or. Quand il utilise le mercure avec les émanations qui sont là aussi toxiques. Et ensuite, il va voir une dame qui va lui racheter son or pour 1,50 €, tu te dis. Voilà. Alors déjà quand l'or est transformé, la poussière d'or qui est ramenée du marécage est transformée, on y ajoute du mercure, donc il y a un produit nocif, très toxique. Nous, la séquence a duré une petite quinzaine de minutes. Nous, on avait extrêmement mal à la tête parce que les émanations étaient très fortes. Et Atto, le petit garçon, nous dit que oui, c'est vrai qu'au début, lui aussi avait mal à la tête, mais maintenant qu'il s'y est habitué. Voilà. C'est terrible. Exactement, il fait ça tous les jours. Alors là aussi, c'est un travail ce sont les enfants qui font ça. On a eu un petit peu de mal à comprendre pourquoi cette tâche n'était pas faite par les adultes qui sont impliqués eux aussi dans cette transformation de l'or, mais c'est comme ça. Et ensuite, voilà, là aussi, on s'est dit, mais il a fait tout ça. Pardon de te couper, mais des fois les adultes le font, les hommes, les femmes, parce que j'ai vu que tout le monde mettait un peu la main à la pâte, ou tu as le sentiment, toi, en étant sur place, que c'était de plus en plus les enfants. C'est une tâche qui est réservée aux enfants. Les parents font autre chose. Alors je dis pas que les parents sont. Enfin, s'il y a une exploitation de leurs enfants, c'est malheureux, mais c'est parce que le niveau de pauvreté est tel qu'il les pousse à faire ça. Et ensuite, effectivement, il va vendre son or et gagne 1,50 € et il dit j'espérais gagner un petit peu plus, mais bon, ça me permettra quand même d'acheter du riz. Et pour combien de temps? 1,50 €? Un jour. C'est une dose de riz pour la famille. La famille est nombreuse, il y a beaucoup d'enfants. Et donc, ça va leur permettre de se payer les repas pendant une journée. Et ensuite, il faut recommencer. Ils y vont à plusieurs, à 6, à 8, effectivement. Et on voit effectivement cette dame qui pèse l'or, c'est terrible. Et qui te dit, bon, ben voilà, ça fait en gros 10 €, vous êtes 8 et vous avez chacun 1,50 €. Et en gros, elle leur dit à demain. Alix. Et en tant que journaliste, est-ce qu'il existe des précautions particulières à prendre quand on aborde le sujet du travail des enfants ? Oui, alors là, la consigne d'Arte au départ, c'était de ne pas tomber dans le misérabilisme parce que c'est le piège à éviter quand on fait un sujet sur les enfants et sur le travail des enfants. En plus, aux Philippines, un pays pauvre, c'est malheureusement assez facile de tomber dans des clichés misérabilistes. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de... D'où l'absence de commentaires ? Il y a très peu de commentaires, voilà, mais aussi parce que les images se passent de commentaires, en fait. Quand on a monté le reportage avec Germain Ballet, il y a une séquence sous-marine à la fin du reportage et au début j'avais écrit du commentaire et puis en fait en revoyant je me suis dit mais en fait il n'y a rien à dire, il suffit de regarder les images et les images parlent d'elles-mêmes, donc oui c'est important de... Et puis les témoignages des enfants sont forts, les témoignages des parents aussi. Regardez cette séquence sur le quotidien effectivement de ces familles et des conditions dans lesquelles ils vivent. Verse un peu de café sur ton riz, ça va le ramollir. Il habite cette petite hutte avec ses parents, sa petite sœur et l'un de ses grands frères. Voilà notre cuisine crasseuse. Il n'y a rien qui va, c'est vraiment sale. Ici, c'est la chambre qu'on partage tous. Là, notre salon. On n'a pas de toilette, donc on fait nos besoins ici, à côté de l'endroit où on mange. Et là, c'est l'endroit où on se lave. On n'a pas de salle de bain, donc je me douche ici. Dépêche-toi, Atto, il est déjà 7 h. Va prendre ta douche. Tiens, sèche-toi. Sèche-toi. Voilà, vous l'aurez compris, conditions de vie très spartiates, mais encore une fois, on ne tombe pas dans le misérabilisme, il n'y a pas de familles qui se plaignent, et tu comprends qu'elles doivent composer avec ces situations. La maman lui dit, attention, il est déjà 7 h du matin. C'est quoi sa journée à Atto ?
Alors là, c'est une journée où il va à l'école. Ouais. Alors on a été un petit peu surpris parce qu'en arrivant, nous, on pensait qu'il allait à l'école tous les jours et qu'il cherchait de l'or pendant le week-end. Il va 2 fois par semaine, en fait. Ouais. Maximum. Et d'ailleurs, nous, il y est allé parce qu'au début, les parents étaient un petit peu gênés de nous montrer que finalement, il n'allait pas à l'école. Et c'est la maîtresse qui nous a dit non, mais en fait, il ne vient jamais, il est toujours dans les mines. Et donc, oui, sa journée commence à 7 h, il se lève, il prend une petite moto-taxi pour aller à l'école. Voilà. Il paye, d'accord, parce que l'école est gratuite là-bas, l'enseignement est gratuit, mais par contre, il doit utiliser... C'est une petite nuance, mais c'était important, je trouve, de le préciser. L'école est gratuite, mais comme en France, en revanche, pour aller à l'école, il faut bien se déplacer. Et donc, en France, il y a des enfants, si on est par exemple à Paris, des enfants qui prennent le métro, en province, qui prennent le bus. Par endroit, c'est gratuit, il y a des subventions, mais des fois, il faut payer. Un ramassage scolaire, mais exactement. des fois, il faut payer. Et là, il faut payer une vingtaine de centimes. C'est rien du tout. Mais quand on a 1,50 € par jour pour se payer à manger, pour payer à manger pour toute sa famille, 20 centimes pour aller à l'école, c'est beaucoup d'argent. Il a passé du coup une journée totalement différente. C'était une bouffée d'oxygène pour lui, cette journée qu'il a passée avec vous à l'école. Il est fort en maths apparemment. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Qu'il aime bien compter. Mais alors là aussi, on se dit, parce qu'il a l'habitude de compter le grammage de l'or qu'il vend, l'argent, les pesos philippins qu'il récolte. Donc il aime bien compter, c'est ce qu'il nous dit. Et dans votre documentaire, vous vous concentrez sur 2 enfants, Atto et Denis. Pourquoi les avoir choisis eux? Alors, on a choisi les enfants et surtout les familles qui voulaient bien nous parler et qui ont accepté notre caméra. Et là, je salue le travail de notre fixeur Marco Romas. Un fixeur, c'est un journaliste local qui nous aide à trouver les personnes qu'on va filmer, qui fait les traductions. Et ce Marco est d'une grande sensibilité et on en avait besoin pour réussir à faire parler des enfants. On a passé 8 jours avec la famille d'Atto, le petit garçon de 13 ans. Et au début, il était tout timide, il parlait pas du tout devant la caméra. Et c'est à force de nous voir tous les jours qu'il a commencé à se détendre et à oser nous parler. Et donc, on s'est concentré sur sa famille parce que sa famille a bien voulu qu'on le filme. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Qu'est-ce que vous retenez le plus de ces... Puisqu'il a fini par se livrer, Atto et Denis d'ailleurs. Qu'est-ce que vous retenez le plus? Est-ce qu'il y a une parole qui vous a plus marqué qu'une autre ou c'est plutôt toutes ces images, ces séquences? Parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a essentiellement des images et vous avez enlevé beaucoup de commentaires. Moi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est une séquence dans la fin du reportage, donc avec Denis Junior, qui lui a 15 ans et qui plonge non pas dans le noir, dans la boue, dans les marécages, il plonge en pleine mer, à 20 mètres de profondeur. Il nous dit qu'il est très fier du travail qu'il fait et il dit j'en suis fier parce que c'est le travail des gens d'où je viens. Et en fait, on se dit il n'y a pas d'avenir. D'un côté, il nous dit qu'il fait ça pour se payer l'école parce qu'il a envie d'avoir une éducation. Et dans le même temps, il nous dit qu'il est très fier de faire ça parce que c'est le travail de tout le monde là où il est. Et donc, on se dit qu'il n'y a pas vraiment de perspective d'avenir et c'est assez malheureux. Vous vous rappelez que les Philippines, c'est la 5e réserve d'or mondiale? Je ne savais pas ça. Voilà, c'est la 5e réserve. Alors, tout n'est pas exploité, mais donc il y a beaucoup d'or donc au centre du pays, on le disait tout à l'heure, au nord de Manille, et aussi dans le sud, dans cette île du sud où on est allé filmer. Et on vous rappelle aussi que c'est une pratique ancestrale, bien avant que les Espagnols arrivent, effectivement. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas forcément d'avenir, c'est une pratique, c'est un rituel. Oui, c'est ancré dans certaines régions, exactement. Mais comme ailleurs, dans d'autres pays, il y a des exploitations d'autres ressources, de minerais. Je pense par exemple en Afrique, où il y a énormément de pays où on exploite des minerais, de l'or aussi. Là-bas, aux Philippines, voilà, on cherche de l'or, on est chercheur d'or. On a un monsieur d'ailleurs qui nous dit, exactement, il nous dit, on a un monsieur à un moment dans le film qui nous dit, je sais que des gens sont morts en cherchant de l'or, mais c'est notre métier depuis toujours, donc tant qu'il y aura de l'or, on continuera à en chercher. Pourquoi la majorité des forages, est-ce que vous savez, pourquoi la majorité des forages se font sous l'eau? Parce qu'aux Philippines, on nous dit que c'est là que l'or à son état brut est le plus pur. Et donc, il vaut plus d'argent. D'accord. Donc, c'est plus dangereux, mais au final, on peut se faire plus d'argent. Est-ce qu'il y a des familles... Est-ce qu'il y a une récolte, si je puis dire? Est-ce qu'il y a une trouvaille d'une pépite qui a changé le destin d'une famille? Est-ce que ce sont des fables urbaines, si je puis dire, ou... Alors non, c'est pas comme les diamants, où là aussi, des fois, on trouve un gisement et il y a le diamant qui va nous permettre... Non, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de famille qui a trouvé. Mais parce qu'encore une fois, ils exploitent de toutes petites mines artisanales dans lesquelles ils trouvent quelques poussières d'or, des résidus, des grands gisements qui ont été exploités déjà par les Espagnols, puis
les Américains, puis des compagnies australiennes, des compagnies philippines qui sont venues chercher de l'or. Donc non, il n'y a plus suffisamment, et d'ailleurs la maman d'Atto le dit, elle n'y croit pas vraiment qu'un jour il y aura une grosse pépite qui pourra changer le cours de leur vie. Et on sait à quel point les autorités philippines ont conscience de ce qui se passe et ferment les yeux. Voilà, là aussi on a interviewé un monsieur qui était lui-même un ancien enfant chercheur d'or et qui aujourd'hui a son exploitation. Et il renvoie dos à dos la responsabilité des autorités et des parents parce qu'il dit que si les autorités mettaient des régulations, des lois plus strictes, les parents n'auraient pas à faire ça. Et en même temps, il nous dit, et si les parents d'eux-mêmes n'envoyaient pas les enfants, les autorités n'auraient pas à légiférer. Donc il se renvoie un petit peu la responsabilité. C'est aussi ce que dit la dame qui pèse l'or en disant oui, moi j'ai plutôt de la peine. Alors on la croit oui ou non, c'est vrai, mais j'ai plutôt de la peine. Et quelque part, c'est aussi... c'est le système qui est fait comme ça, et donc du coup, moi je leur donne de l'argent, parce que si je leur donne pas cet argent, ils ne me pourront pas subvenir à leurs besoins. Elle dit qu'elle leur rend service, et elle dit cette phrase qui est marquante, elle dit on est tous gagnants dans cette histoire, et parce qu'elle dit qu'en fait, si elles n'achètent pas leur or, à quoi ça sert de prendre tous ces risques, et comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent? Tu l'écoutes, pour elle, c'est du win-win. Exactement. Mais c'est vrai. C'est l'heure de la loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Aujourd'hui, Alix, tu nous parles du Vox Milo Festival, dont la 8e édition s'est tenue du 10 au 14 mars. C'était à Cannes. Oui, c'est l'autre festival de Cannes, celui qui met à l'honneur la jeunesse et la création citoyenne. Et ici, pas de stars ni de tapis rouge, mais des œuvres engagées, imaginées et réalisées par des jeunes de 16 à 25 ans, accompagnés par des missions locales. Pour rappel, les missions locales sont des structures qui accompagnent les jeunes dans l'emploi et l'insertion sociale. Chaque projet porte donc une voix singulière, une histoire forte, une vision du monde, une révolte, un espoir. Parmi les récompenses, il y a le prix Graines de journaliste. Cette année, il a été attribué à la mission locale de Paris pour son documentaire Derrière leur regard, entre mise en scène et interview. Le film met en lumière des histoires qui restent dans l'ombre, celles des handicaps invisibles. Je vous propose qu'on en regarde un extrait. Être dyslexique, c'est pas que genre pas savoir lire et écrire, c'est un peu plus compliqué. Et puis même au travail, des fois mon cerveau il s'arrête parce que je comprends pas la situation parce qu'il y a trop d'informations. J'ai cru que j'étais bête, j'ai cru que j'avais un retard, mais en fait les gens quand ils disent que t'es dyslexique, ils pensent que tu sais pas lire. On sait lire, je sais qu'il y a écrit jus de pomme, je sais lire. C'est en mode quand il y a trop de mots, quand il y a trop d'informations, mon cerveau il va se perdre et c'est un peu compliqué. Franchement, je vis avec et je me suis pas adaptée. Parce qu'on peut pas s'adapter, parce que c'est un peu compliqué, mais je vis avec, je l'accepte. Pour les dyslexiques, ce que j'ai à leur dire, c'est qu'ils sont pas bêtes, que ça te définit pas en tant que personne, ça te différencie pas en tant que personne aussi, que tu peux avoir une très belle carrière, tu peux réussir dans la vie. Courage! Et il n'y a pas que le journalisme, les jeunes sont aussi récompensés pour leurs courts-métrages, leurs scénarios, leurs créations sonores et musicales. Le Vox Milo Festival, c'est surtout une expérience, 5 jours pour se former, échanger avec des pros du cinéma et des médias, et surtout oser raconter. Antoine, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le reportage comme mode d'expression ? L'envie de raconter des histoires réelles, parce qu'on n'invente rien, on filme. Moi, je suis journaliste de télévision, donc je filme le réel, et cette idée, d'aller raconter des histoires, tout simplement. Et justement, comment vous avez décidé qui filme quoi ? Comment fonctionne votre binôme avec Germain, en tout cas pour cette histoire des orpailleurs ? Donc Germain a filmé l'essentiel de ces images. Ensuite, on avait envie de soigner vraiment la réalisation. Donc on avait 2 caméras pour pouvoir multiplier les angles de vue. Après, on ne le faisait pas tout le temps parce qu'avoir une caméra, c'est très intrusif. Et donc en plus, quand on filme des enfants, c'est évidemment délicat d'avoir deux caméras, 2 objectifs braqués sur eux. Ouais. C'est la première fois que vous filmiez des enfants ? Vous aviez déjà filmé des enfants basés en Inde ? J'avais déjà filmé des enfants, notamment, encore une fois, pour Arte Reportage, au moment du Covid. J'avais réalisé un reportage sur les orphelins du Covid, les enfants indiens qui avaient perdu leurs 2 parents. Donc j'avais déjà filmé des enfants, et c'est vrai qu'on filme différemment quand on filme des enfants ou des adultes. C'est vraiment une autre approche. Je vous ai vu, alors pas grimacer, mais... je vous ai vu faire un petit peu l'amour en voyant certaines de vos images, parce que forcément on ne reste pas impassible quand on revoit ces séquences. C'était le cas lors de la première séquence du film que j'ai montré, et aussi le cas quand on a montré les conditions de vie de ces 2 jeunes orpailleurs avec leur maman qui décrivaient tout ça. Comment on se protège ?
C'est une bonne question. J'ai fait la moue, oui, parce que je revois ces images. Ça faisait longtemps que j'avais pas revu d'extrait, et je repense à ce qu'on a. Ça me replonge dedans. Ouais, ça me replonge dedans, et c'était un tournage difficile. Alors avec des guillemets quand on compare avec évidemment la réalité de leur quotidien, mais on était dans un endroit extrêmement pauvre. Moi, ça fait 10 ans que je travaille en Asie, 5 ans en Chine, 5 ans en Inde. J'ai vu des endroits vraiment très pauvres, mais celui-ci, c'est vraiment le plus pauvre auquel j'ai été confronté. Et quand on est parce que très loin aussi de Manille, loin de tout, dans des conditions marécageuses. Il faisait froid, il pleuvait. On l'a pas précisé ça, pardon de vous couper, parce que c'est vrai que quand il plonge, bien sûr, il dit que alors ça pue, c'est dans la boue, c'est terrible, mais c'est vrai que quand il ressort, et Dieu merci quand il ressort vivant, il ressort frigorifié. Il ressort frigorifié parce qu'on est dans des marécages, et en plus, donc les enfants creusent d'abord les trous dans lesquels ils vont s'immerger. Il creuse son propre trou, quoi. C'est terrible, hein, l'image, et il creuse son. Là, ça pèle, quoi. Il creuse, quoi. Et en fait, l'eau des marécages, parce qu'on est près de la mer, l'eau monte, et en fait, l'eau vient remplir le trou, et c'est à ce moment-là qu'il s'immerge. Donc nous, quand on commence le tournage avec Germain, on a de l'eau, on a de la boue jusqu'aux chevilles, mais à mesure que l'eau monte et que les enfants continuent de creuser, on a fini le tournage avec de l'eau jusqu'à la taille. On est dans la boue nous-mêmes, et la boue nous colle, il fait froid, et il y avait pas mal d'averses, ça sent extrêmement mauvais, et donc c'était un tournage éprouvant physiquement. On n'était pas en danger, on n'était pas sur un terrain de guerre, mais pour autant c'était un tournage difficile. Et une des séquences d'ailleurs où je crois qu'il perd son tube, si je me souviens bien. Exactement, il dit en remontant, il dit oh là là, j'ai perdu mon tube. Et là, on se dit, voilà, mais par chance, il a pu le retrouver, parce qu'il faut savoir qu'il est dans le noir total. Il ne voit rien, il a les yeux fermés, il a la boue qui lui rentre dans le nez, et il ne se repère qu'avec ses mains, il creuse avec ses mains, il n'a aucun outil, et la boue est remontée par son père à l'aide d'une corde. Il remonte des sacs qui sont remplis sous l'eau, mais il ne voit strictement rien. Donc c'est ça, en fait. Il remplit tous ces sacs de boue en espérant qu'il y ait quelques pépites, et ensuite, il y a toutes ces séquences dont on a parlé. Exactement. Qui là aussi est dangereuse, effectivement, où il mélange le mercure pour avoir, allez, pépite qui fait quoi, 1 gramme, c'est ça? C'est ça, ouais. 1 gramme ou 2. 1 gramme. 1 gramme ou 2. Quel est votre prochain projet? Là, je travaille sur un reportage sur une histoire de viol en Inde. Voilà, c'est un sujet aussi pas facile à traiter, mais c'est un sujet de société. Il y a beaucoup d'histoires. Malheureusement, voilà, qui raconte aussi la société indienne. D'accord. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Je vous invite très sincèrement à voir ou à revoir ce documentaire de 36 minutes qui ne laisse pas indifférent, qui ne laisse pas aussi indemne. C'est effectivement, même quand on ne l'a pas tourné. Donc c'est pour ça que je vous posais la question, parce que c'est vrai que c'est quand même très dense. Mais encore une fois, il n'y a pas de misérabilisme monté, purement et simplement la réalité, la dure, très dure réalité du quotidien de ces enfants là-bas. Antoine Védélier, merci à vous. On salue aussi Germain Ballet. N'hésitez pas à venir nous repasser sur le plateau de School TV pour un prochain documentaire, bien évidemment. Ce documentaire de 36 minutes diffusé sur Arte qui s'appelle Philippines, les petits forçats de l'or, qui, je rappelle, a été récompensé du prix Albert Londres en 2024. Je suis encore un petit peu ému. C'est pas grave, tout va bien. On y va. Encore merci. On se retrouve demain? À demain. À demain. Excellente journée.